Bonjour ou bonsoir à vous tous. Dans cette vidéo, on va parler d'un groupe d'oiseaux dont certaines espèces sont très connues et très populaires auprès du grand public. Et ce sont des oiseaux qui fascinent parce que ce sont des oiseaux très jolis en termes de couleurs, mais aussi parce que ce sont des oiseaux qui sont quand même très intelligents. Et donc, on va tout simplement parler aujourd'hui des mésanges. Donc, le nom scientifique du groupe des mésanges, c'est le groupe des Paridés. Voilà, donc c'est le groupe où on retrouve toutes les espèces de mésanges. Parce que, effectivement, au niveau mondial, on va retrouver 64 espèces de mésanges qui vont être réparties principalement sur tout l'hémisphère nord, mais aussi en Afrique. Au niveau de la France, on va avoir 6 espèces de mésanges. Il y a d'abord les deux espèces les plus connues, la mésange charbonnière et la mésange bleue. Mais on va aussi avoir en France la mésange huppée, la mésange noire, la mésange nonnette et la mésange boréale. Vous remarquerez que je n'ai pas cité la mésange à longue queue. Parce que, effectivement, cette espèce s'appelle mésange, mais en réalité elle fait partie d'un autre groupe, le groupe Aegitalos. D'où son nom scientifique d'ailleurs, Aegitalos caudatus. Donc c'est un oiseau qui fait partie d'un autre groupe que celui des mésanges. Maintenant qu'on a fait vite fait un petit rappel sur les espèces de mésanges qu'on a en France et sur qu'est-ce qu'une mésange, eh bien on va vraiment s'intéresser au sujet de la vidéo, c'est-à-dire tout le fonctionnement et le mode de vie de ces petits oiseaux qui sont très intelligents puisqu'on considère que c'est le troisième groupe d'oiseaux le plus intelligent après les corvidés et les perroquets. La première chose à savoir chez les mésanges, c'est que ce sont des oiseaux sociaux qui vont avoir des relations sociales beaucoup plus complexes que des parents avec leurs petits ou des partenaires au niveau de la reproduction. Effectivement, les mésanges vont avoir l'hiver le réflexe de former des groupes sociaux, de tisser des liens sociaux assez complexes pour notamment trouver de la nourriture. Et c'est notamment un phénomène qui est observable pour ceux d'entre vous qui ont des mangeoires. D'ailleurs, petite parenthèse, les mangeoires, il y a une saisonnalité à respecter. Effectivement, respecter cette saison-là, cette saisonnalité des mangeoires, c'est hyper important, notamment par rapport aux mésanges parce qu'elle change de régime alimentaire. Elle va être granivore en hiver, mais insectivore au printemps. Donc déjà, respecter cette saisonnalité au niveau des mangeoires, ça permet de respecter ça aussi. Et deuxième chose aussi super importante sur le fait de ne pas nourrir les oiseaux toute l'année, c'est tout simplement de ne pas les rendre dépendants de la mangeoire. De garder une forme d'autonomie au niveau de l'alimentation. Et ça permet notamment aux parents d'apprendre à leurs petits à se trouver à manger plutôt qu'ils les amènent bêtement sur la mangeoire et donc on a des petits qui sont incapables après derrière de se débrouiller tout seuls pour aller chercher à manger. Donc c'est pour ça que si vous faites de la mangeoire, respectez cette période-là, cette période hivernale qui grosso modo va de octobre à mars. Fermons cette parenthèse. Donc on disait donc que c'était un phénomène. La formation de ces groupes sociaux était un phénomène qui était très visible pour ceux qui avaient des mangeoires. Effectivement, si vous observez bien les oiseaux qui viennent de votre mangeoire, vous verrez que les mésanges arrivent souvent en groupe, et ça peut être des groupes assez importants qui comportent plusieurs dizaines d'individus. Et c'est un gros avantage, c'est un avantage collectif pour deux choses. La première chose, c'est que effectivement, on augmente les chances de survie tout simplement parce que les individus du groupe qui vont trouver à manger vont partager ça avec les autres
membres du groupe, et donc ça permet à l'ensemble du groupe d'avoir à manger. Donc on augmente les chances de survie au niveau de nourriture. Le deuxième avantage aussi, ça va être au niveau de la prédation, puisque effectivement, en formant ces groupes-là, les mésanges se protègent aussi mutuellement les unes des autres. Et quand il y a ces groupes-là, eh bien, on va avoir à l'intérieur une à plusieurs guetteuses qui vont tout simplement alerter le groupe si un prédateur eh bien, se rapproche trop du groupe, s'il y a un danger potentiel. La deuxième chose importante à savoir, c'est les mésanges, c'est au niveau de la communication. Il y a deux choses à savoir sur la communication, donc. La première, c'est au niveau vocal, parce qu'effectivement, on connaît tous le chant de marquage de territoire, notamment au printemps. Mais il faut savoir que le chant de la mésange est en réalité beaucoup plus complexe, puisque celle-ci va avoir toute une grande panoplie de sons qui vont vouloir dire tout un tas de choses. Et donc il y a vraiment un langage chez la mésange. Et la deuxième chose au niveau communication, ça va être au niveau de la gestuelle. Et c'est quelque chose qui est notamment observable chez la mésange lorsqu'il y a de la mangeoire ou du nichoir. C'est par exemple des mouvements d'ailes. Donc c'est un signal que la mésange envoie aux autres mésanges pour indiquer certaines choses, comme par exemple que c'est son tour d'aller à la mangeoire, ou justement qu'elle l'envoie comme signaux aux autres mésanges, qu'elle les laisse passer avant elle. Au niveau de la nidification, les mésanges nichent dans des cavités, qu'elles soient naturelles, donc ça peut être des cavités formées naturellement dans des arbres, mais ça peut être aussi tout simplement des cavités artificielles, et le plus souvent c'est les mangeoires. Mais il y a des choses qui sont quand même moins connues. La première chose à savoir, donc chez les mésanges au niveau de la nidification, c'est que les deux parents s'occupent des petits. Les deux parents nourrissent les petits. La deuxième chose, c'est que quand la femelle va être en période de couvaison, donc d'incubation des œufs, eh bien celle-ci doit rester le plus longtemps possible sur ses œufs pour les maintenir à une certaine température pour qu'ils soient viables. Et donc pour éviter que celle-ci ait à sortir le moins possible de la cavité où il y a le nid, et donc de prendre le risque que les œufs ne soient plus viables, le mâle va tout simplement apporter de la nourriture à la femelle. Si vous êtes encore là, ça veut dire que la vidéo vous intéresse. Et donc sachez que sur la chaîne YouTube de Biocuriosité, des vidéos de ce genre-là, il y en a déjà quelques-unes qui sont sorties, mais il y en a plein d'autres qui vont sortir. Et donc tout simplement, si vous voulez être au courant de quand vont sortir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. On a déjà atteint le premier petit cap des 100 abonnés, et on espère que cette dynamique va continuer. Allez, trêve de bavardage, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Puis chez les mésanges, il y a quelque chose de très peu connu au niveau de la nidification, c'est qu'il y a de la fécondation extra-conjugale. C'est-à-dire que tout simplement, la mésange, qui va faire une dizaine d'œufs, ça c'est notamment pour la mésange charbonnière, on va avoir une dizaine d'œufs à peu près. Et bien sur ces 10 petits qu'il va y avoir, il y en a au moins un qui va avoir en fait les gènes d'un autre mâle que le père des autres petits. En fait, chez la mésange charbonnière, il y a des mâles qui vont partir plus loin, dans des contrées plus lointaines que là où ils sont nés. Donc c'est une forme de migration. Et donc ils vont aller beaucoup plus loin que ce que font habituellement les jeunes mésanges qui deviennent adultes. Et du coup vont arriver dans des contrées où les champs de marquage de territoire sont légèrement différents. C'est-à-dire que les mésanges qui sont par exemple dans le nord, charbonnières qui sont dans le nord de l'Espagne, ils ne vont pas avoir tout à fait exactement le même champ que des mésanges charbonnières qui sont en Allemagne.
C'est très ressemblant, mais il y a une petite différence à chaque fois. Bon, c'est un peu comme des dialectes. Et en fait, il faut savoir que les femelles mésanges, elles sont attirées par ça. C'est-à-dire que les mâles, après avoir été fécondés par un mâle, on va dire, du coin, quoi, elles vont aussi être fécondées par des mâles qui viennent d'ailleurs. Et ça permet quelque chose qui est hyper important, notamment pour limiter les maladies génétiques. Et ça, c'est vrai pour les mésanges, mais c'est vrai pour en réalité beaucoup d'animaux. C'est tout simplement ce que l'on appelle le brassage génétique, le mélange de génomes en fait. Et ça permet donc d'avoir, donc comme je le disais, de limiter les maladies génétiques, mais ça permet aussi d'avoir des individus plus adaptables. Les mésanges sont des oiseaux très curieux, et ça pareil c'est quelque chose que vous pouvez observer au niveau de votre jardin. Quand vous faites du jardinage et que vous déplacez une plante en jardinière ou un objet quelconque, un objet de décoration, il n'est pas rare de voir les mésanges venir tourner autour ensuite. Eh bien c'est de la curiosité, tout simplement. Cette curiosité peut s'expliquer en partie par le fait que les oiseaux, en règle générale, ont une vision détaillée de leur environnement. Et donc c'est le cas aussi des mésanges. Et donc, quand un détail change, eh bien, ces oiseaux vont tout simplement essayer d'enregistrer l'information sur le nouvel emplacement d'un objet, par exemple. Les vidéos que vous voyez actuellement sont des exemples de curiosités de mésanges charbonnières sur les caméras automatiques. Cela arrive notamment lorsqu'on a installé une nouvelle caméra ou quand on a changé une caméra de place, mais aussi tout simplement lorsqu'on vient de, par exemple, changer la carte mémoire. Quand on fait cette opération banale qui a priori ne change pas grand-chose en termes de détails dans l'environnement, eh bien parfois il nous arrive de bouger un petit peu sans même en avoir conscience les petites branches, les petites feuilles qu'il peut y avoir autour. Et ces petits changements-là peuvent suffire à attirer la curiosité d'une mésange. A noter que pendant la période qui précède la nidification, les mésanges commencent déjà à inspecter les nichoirs. Et certaines caméras automatiques ont des formes qui les fait ressembler à des nichoirs. Et donc il arrive que les mésanges viennent inspecter les caméras automatiques comme si elles venaient inspecter en fait un nichoir pour voir si elles peuvent s'installer à l'intérieur. Au niveau de la longévité, les mésanges peuvent théoriquement vivre une dizaine d'années. Mais il faut savoir que dans la nature, avec les contraintes qu'il y a, donc tout ce qui est prédation, tout ce qui est accident, au niveau des routes aussi par exemple, et tout simplement les maladies et plein d'autres choses, en règle générale, les mésanges adultes, qui ont déjà cette chance de devenir adultes, ne vivent que 2 à 3 ans en moyenne. Quand je dis que devenir adulte déjà chez une mésange, c'est déjà être chanceux, c'est tout simplement parce que chez les mésanges, il faut savoir qu'en fait, sur la dizaine de petits que vous pouvez avoir dans une mangeoire, dans un nichoir, pardon, vous allez avoir que 1 ou 2 petits qui en réalité vont finir vraiment adultes. Avant de finir cette vidéo, il faut aussi qu'on parle du fait que même si ce sont des oiseaux communs et qui sont faciles à observer, eh bien c'est quand même important d'essayer d'en prendre soin, comme d'ailleurs tous les êtres vivants en réalité. Parce que c'est pas que des oiseaux qui sont jolis ou qui sont très intelligents, ils sont aussi très utiles pour leur écosystème, tout simplement. Et il faut savoir que ce sont de véritables alliés pour tous ceux qui ont un jardin, un potager, ceux qui font de la permaculture. Tout simplement parce que, comme on l'a dit,
Pendant la belle période, la période des beaux jours, les mésanges vont être insectivores. Et parmi leurs plats préférés, on va retrouver un certain nombre de chenilles. Chenilles qui peuvent provoquer des dégâts sur les cultures, sur les plantations. Donc c'est un oiseau qui est certes joli, mais qui est surtout très utile. Et bien voilà, c'était une vidéo sur les mésanges. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.